Quelque chose se passe dans notre cerveau après 65 ans que la plupart des gens n'ont jamais pris le temps d'observer vraiment. Pas comme une catastrophe silencieuse, pas comme une dégradation inévitable, mais comme une transformation. Lente, profonde, parfois déconcertante, et pourtant, quand on prend le temps de la comprendre, étonnamment riche de sens. Je voudrais aujourd'hui vous parler de cette transformation. Pas de façon alarmiste, pas avec des chiffres froids ou des statistiques qui nous éloignent de nous-mêmes, mais avec la douceur que ce sujet mérite, parce que nous parlons de vous, de ceux que vous aimez, de ce que cela fait intérieurement de traverser ce moment de la vie où le cerveau commence à vieillir. Pas seulement à fonctionner différemment, mais à voir le monde autrement. Je travaille avec des personnes depuis des décennies, des hommes, des femmes de tous âges. Et il y a une chose que j'ai apprise au contact de ceux qui avaient dépassé les 65 ans. Ils ne souffrent pas seulement des changements eux-mêmes, ils souffrent de ne pas les comprendre, de ne pas avoir les mots pour ce qui leur arrive, de se sentir étrangers à eux-mêmes, parfois, sans savoir pourquoi. Alors je voudrais aujourd'hui vous donner ces mots, ces repères, cette boussole intérieure qui permet de traverser le vieillissement du cerveau, non pas avec résignation, mais avec une curiosité bienveillante envers soi-même. Parce que ce qui change dans notre cerveau après 65 ans, ce n'est pas seulement de la perte, loin de là, c'est aussi de l'approfondissement, de la maturation, une façon différente, parfois plus sage, parfois plus vulnérable, toujours plus humaine, d'habiter le monde. Nous allons explorer ensemble 10 de ces changements, 10 réalités neurologiques et psychologiques, expliquées sans jargon, sans condescendance, avec la conviction que comprendre ce qui se passe en nous est toujours un acte de liberté. Alors installez-vous confortablement. Laissez les tensions de la journée s'éloigner un peu et voyageons ensemble à l'intérieur de ce cerveau vieillissant qui est, je vous le promets, bien plus fascinant qu'on ne le croit. Le premier changement dont je voudrais vous parler est peut-être le plus connu et pourtant le plus mal compris. C'est le ralentissement du traitement de l'information. Après 65 ans, le cerveau traite les informations plus lentement. Ce fait est établi, documenté, observé partout. Mais ce que l'on dit rarement, c'est ce que ce ralentissement signifie vraiment dans la vie quotidienne. Imaginez un pianiste qui, avec l'âge, joue les mêmes pièces un peu moins vite. Est-ce qu'il joue moins bien? Pas nécessairement. Il joue différemment, avec peut-être plus d'intention dans chaque note, plus de présence dans chaque phrase musicale. La vitesse n'est pas synonyme de profondeur. Quand une personne de 70 ans met quelques secondes de plus à répondre à une question, à retrouver un mot, à s'adapter à une situation nouvelle, il ne se passe pas moins de choses dans son cerveau. Il se passe parfois plus de choses, simplement à un rythme différent. Un rythme qui prend en compte davantage de connexions, davantage d'associations, davantage d'expériences accumulées. J'ai eu en consultation un homme de 68 ans, professeur retraité, qui souffrait terriblement de ce ralentissement. Il se décrivait comme quelqu'un qui avait toujours été vif, rapide, brillant dans les discussions. Et voilà qu'il lui fallait quelques secondes de plus pour formuler ses pensées. Il vivait cela comme une humiliation, comme une déchéance. Nous avons travaillé ensemble sur quelque chose d'essentiel. Dissocier la valeur d'une pensée de la vitesse à laquelle elle émerge. Ce n'est pas parce qu'une idée prend 2 secondes de plus à se formuler qu'elle est moins juste, moins pertinente, moins précieuse. La sagesse, souvent, est lente. Elle a besoin de temps pour se déposer. Ce ralentissement, du point de vue neurologique, s'explique en partie par une diminution de la myéline, cette gaine protectrice qui enveloppe les fibres nerveuses et accélère la transmission des signaux. Avec l'âge, cette gaine s'érode légèrement et les signaux voyagent moins vite.
Mais les connexions, elles, restent. La mémoire reste, le sens reste. Je dis souvent que le cerveau vieillissant ressemble à une bibliothèque immense, un peu moins bien organisée, mais infiniment plus riche qu'une bibliothèque toute neuve avec 3 livres dedans. La question n'est pas la vitesse à laquelle on retrouve un livre. La question est la richesse de ce que l'on a à offrir quand on l'a trouvé. Alors si vous vous reconnaissez dans cette expérience du ralentissement, si vous vous sentez parfois frustré par ce délai entre la pensée et la parole, j'aimerais vous inviter à une chose simple. La prochaine fois que cela arrive, au lieu de vous juger, prenez une respiration et dites-vous que votre cerveau est en train de chercher dans une bibliothèque extraordinairement vaste. Laissez-lui le temps de trouver la bonne page. Le deuxième changement est lié à la mémoire, et c'est probablement celui qui génère le plus d'anxiété, parce que dans notre culture, oublier est presque perçu comme une faute morale, comme un manque d'attention, un manque de respect envers les autres, une preuve de déclin. Mais voilà ce que la neuropsychologie nous enseigne. Après 65 ans, c'est essentiellement la mémoire épisodique qui commence à fléchir, c'est-à-dire la mémoire des événements récents, des détails précis, des contextes temporels. Où ai-je posé mes clés? Comment s'appelle la personne que j'ai rencontrée la semaine dernière? Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Ces oublis-là, bénins, fréquents, parfois gênants, sont pas des signes de maladie. Ils sont des signes de vieillissement normal. Et ils coexistent avec quelque chose de remarquable. La mémoire sémantique, la mémoire des connaissances, des concepts, du sens des choses, reste souvent intacte bien plus longtemps. Ce que vous savez sur la vie, sur les relations humaines, sur votre métier, sur l'histoire, sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans une relation. Tout cela reste, et même s'enrichit. C'est une forme de mémoire que l'on pourrait appeler la mémoire de la sagesse. Elle ne se souvient pas de ce qu'il y avait dans l'assiette ce soir-là, mais elle se souvient de ce que signifie manger ensemble autour d'une table. Elle ne retient pas le nom de chaque visage, mais elle reconnaît immédiatement si quelqu'un est en souffrance. Il y a une femme, Élisabeth, que j'ai accompagnée pendant quelques années. Elle avait 70 ans et se plaignait d'oublier les prénoms, les dates, les détails. Mais quand elle me parlait de ses petits-enfants, de leur façon d'être au monde, de ce dont ils avaient besoin pour grandir bien, elle était d'une précision et d'une profondeur extraordinaires. Elle ne se souvenait plus de la date du dernier anniversaire, mais elle savait exactement, intuitivement, ce que chacun portait dans son cœur. Je lui ai dit un jour, votre mémoire ne se perd pas, elle se spécialise. Elle abandonne les détails pour se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est peut-être exactement là où la vie a le plus de valeur. Bien sûr, il y a des limites à cette vision apaisante. Quand les oublis deviennent trop fréquents, trop profonds, quand ils commencent à désorienter, à perturber la vie quotidienne, il est important d'en parler à un médecin. Le vieillissement normal et la maladie d'Alzheimer ne sont pas la même chose, et il est essentiel de ne pas les confondre, dans un sens comme dans l'autre. Ne pas s'alarmer pour des oublis bénins, ne pas minimiser non plus des signes qui méritent attention. Mais pour la grande majorité des personnes de plus de 65 ans, les oublis de la vie quotidienne sont normaux, humains et beaucoup moins dramatiques qu'ils n'y paraissent. Si vous faites partie de ceux qui se reprochent durement leurs oublis, j'aimerais vous poser une question simple. Est-ce que vous appliquez la même sévérité à quelqu'un que vous aimez? Est-ce que vous vous énervez contre votre conjoint, votre ami, votre frère quand il ne se souvient plus d'un détail? Probablement pas. Alors pourquoi cette sévérité envers vous-même? La gentillesse que vous offrez aux autres, vous en êtes tout aussi digne. Voici la troisième transformation, et elle est, je crois, l'une des plus belles. Après 65 ans,
le cerveau développe ce que les chercheurs appellent une régulation émotionnelle plus mature. En termes simples, les émotions négatives, avec l'âge, ont tendance à diminuer en intensité. Les réactions de peur, de colère, d'anxiété deviennent souvent moins vives, moins envahissantes. Cela ne veut pas dire que les personnes âgées ne souffrent pas. Cela ne veut pas dire qu'elles n'ont plus d'émotions. Cela veut dire que leur cerveau a appris, au fil des décennies, à ne pas s'emballer pour chaque tempête, à distinguer ce qui mérite vraiment une réaction intense de ce qui peut être laissé passer. Le psychologue américain Laura Carstensen a consacré une partie de sa carrière à étudier ce phénomène. Elle a observé que les personnes âgées, en général, rapportent davantage d'émotions positives et moins d'émotions négatives que les personnes plus jeunes. Pas parce que leur vie est objectivement plus facile, mais parce que leur cerveau s'est entraîné, sans qu'elles s'en rendent forcément compte, à valoriser ce qui en vaut la peine. C'est ce qu'elle a appelé l'effet de positivité. Le cerveau vieillissant a tendance à retenir davantage les souvenirs agréables et à laisser se dissoudre les souvenirs douloureux. Comme si, après des décennies de cohabitation avec la souffrance, le cerveau décidait de faire un peu de tri et de garder ce qui nourrit plutôt que ce qui détruit. Cela explique quelque chose que beaucoup d'entre vous ont peut-être observé chez leurs parents ou grands-parents. Une certaine sérénité face aux conflits qui autrefois les auraient mis hors d'eux, une capacité à dire ce n'est pas si grave et à le penser vraiment, une forme de recul que les jeunes perçoivent parfois comme de l'indifférence, mais qui est en réalité de la sagesse acquise. J'ai un ami très cher, médecin retraité, qui m'a dit un jour quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit « À 70 ans, les choses qui me rendaient furieux à 40 ans me semblent maintenant incroyablement petites. Pas parce que j'ai changé d'avis sur elles, mais parce que j'ai vu des choses tellement plus grandes, tellement plus vraies, que les petites colères ne trouvent plus de place. » C'est exactement cela. La maturité émotionnelle du cerveau vieillissant n'est pas de l'apathie. C'est une hiérarchie plus juste des priorités émotionnelles. Si ce contenu vous accompagne et vous fait réfléchir, je vous invite à marquer une pause pour vous abonner à cette chaîne. Vous continuerez ainsi à recevoir des réflexions sur la psychologie, sur le vieillissement bien vécu, sur l'art de s'habiter soi-même avec plus de douceur. Et maintenant, continuons ensemble. Voici le 4e changement, et celui-là, il touche à quelque chose de fondamental dans notre rapport aux autres. Après 65 ans, le cerveau opère une sorte de sélection sociale. Les cercles relationnels ont tendance à se réduire. Les personnes âgées voient souvent moins de monde, fréquentent moins de relations superficielles et concentrent leur énergie affective sur un petit nombre de liens profonds. Pendant longtemps, les psychologues ont interprété ce phénomène comme un repli, un signe de désengagement social, peut-être même de dépression. Mais Laura Carstensen et d'autres chercheurs ont montré quelque chose de totalement différent. Ce n'est pas un repli, c'est un choix que le cerveau fait, souvent inconsciemment, pour optimiser le bien-être émotionnel. Elle a nommé cette théorie la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle. Et son idée centrale est la suivante. Quand on perçoit le temps comme limité, on cesse de chercher à maximiser les expériences et on commence à chercher à maximiser le sens. On arrête de voir du monde pour ne pas se sentir seul. Et on commence à voir les gens que l'on aime vraiment pour se sentir vivant. Un jeune homme de 25 ans accepte une invitation à une soirée où il ne connaît presque personne parce que peut-être il va rencontrer quelqu'un d'intéressant, peut-être il va élargir son réseau, peut-être quelque chose d'inattendu va se passer. L'horizon est long, les possibilités sont ouvertes. Une femme de 70 ans, elle, a une soirée avec ses 3 amis de toujours. Elle sait ce qui va se passer. Elle sait ce qu'elle va trouver là-bas.
et c'est exactement pour ça qu'elle y va. Pas pour l'inattendu, pour l'essentiel. Ce n'est pas un rétrécissement de la vie, c'est une intensification de la vie. Bien sûr, cette réduction du cercle social peut aussi devenir un problème si elle va trop loin, si elle mène à un isolement véritable, à une solitude subie plutôt que choisie. L'isolement social est l'un des facteurs de risque les plus sérieux pour la santé du cerveau vieillissant. Les connexions humaines nourrissent le cerveau. Les conversations, le toucher, le partage d'émotions, tout cela stimule des régions cérébrales qui sinon s'appauvrissent. Donc le message n'est pas isolez-vous avec dignité. Le message est choisissez vos relations avec plus de conscience. Gardez celles qui vous nourrissent. Cultivez-les avec soin. Et si vous vous sentez seul, si le cercle s'est réduit non pas par choix, mais par circonstance, par deuil, par éloignement, par difficulté de mobilité, alors c'est une information importante. Et il vaut la peine de chercher de l'aide pour reconstruire des liens. La solitude choisie est une forme de sagesse. La solitude subie est une souffrance qui mérite d'être prise au sérieux. Passons maintenant au 5e changement, qui est peut-être le plus contre-intuitif de tous. Après 65 ans, certaines capacités cognitives ne déclinent pas. Elles s'améliorent. Je parle ici de ce que les psychologues appellent l'intelligence cristallisée. Contrairement à l'intelligence fluide, la capacité à résoudre des problèmes nouveaux, à s'adapter rapidement à des situations inédites, à traiter l'information rapidement, l'intelligence cristallisée, elle, est la somme de tout ce que vous avez appris, compris, intégré au fil des années. Oui. Et cette forme d'intelligence-là, elle peut continuer à croître bien au-delà de 65 ans. Elle s'enrichit de chaque livre lu, de chaque conversation profonde, de chaque expérience traversée et digérée. Elle est la distillation de toute une vie d'apprentissage. Pensez à un médecin de 70 ans qui pratique depuis 40 ans. Il réagit peut-être moins vite à certains tests informatiques qu'un étudiant en médecine de 25 ans. Mais face à un patient complexe, face à une situation ambiguë, face à un doute clinique difficile à résoudre, son expérience accumulée lui donne accès à des ressources que le jeune médecin n'a tout simplement pas encore. Pensez à un thérapeute, à un juge, à un artisan, à un enseignant. Dans tous ces domaines, il existe quelque chose que l'on ne peut pas enseigner, que l'on ne peut pas acquérir rapidement, le jugement. Cette capacité à saisir une situation dans sa complexité, à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, à trouver la juste réponse non pas par déduction logique, mais par une sorte de connaissance incorporée qui dépasse la simple réflexion. Ce jugement-là, c'est l'intelligence cristallisée, et elle se développe avec le temps, avec les années, avec les erreurs traversées, les doutes surmontés, les situations difficiles affrontées. Si on avait la sagesse, dans nos sociétés, de valoriser cette forme d'intelligence autant que nous valorisons la vitesse et la performance, nous nous comporterions très différemment avec nos aînés. Nous irions les chercher pour leur avis. Nous créerions des espaces pour que leur expérience irrigue les décisions collectives. Nous reconnaîtrions que l'expertise ne se mesure pas en gigahertz, mais en années vécues avec conscience. Je crois profondément en cela, et je crois que les personnes de plus de 65 ans ont souvent du mal à valoriser elles-mêmes cette richesse intérieure. Elles sont tellement bombardées par le discours du déclin, tellement exposées aux comparaisons défavorables avec la jeunesse, qu'elles finissent par douter de ce qu'elles savent, par minimiser ce qu'elles portent. Alors si vous avez passé 65 ans, je voudrais vous dire ceci. Vous savez des choses que personne d'autre ne sait de la même façon que vous. Vous avez traversé des expériences qui ont sculpté votre compréhension du monde d'une façon unique. Ne laissez pas la culture du jeunisme vous faire croire que cela ne compte pas.
Le sixième changement que je voudrais explorer avec vous est celui de l'attention. Après 65 ans, la capacité à maintenir une attention soutenue peut diminuer. Il devient parfois plus difficile de se concentrer longtemps sur une tâche unique, de résister aux distractions, de tenir un fil de pensée complexe pendant une longue période. Mais ici encore, il y a une nuance importante. Ce qui change, c'est l'attention divisée et l'attention soutenue. La capacité à faire plusieurs choses à la fois et la capacité à rester focalisé pendant de très longues périodes. Ces deux capacités peuvent effectivement s'émousser avec l'âge. Mais l'attention sélective, la capacité à choisir sur quoi porter son regard, à filtrer ce qui mérite d'être vu, elle peut rester robuste et même s'affiner. Une personne âgée dans un environnement bruyant et complexe peut avoir plus de mal à suivre plusieurs conversations simultanément. Mais face à une situation qui la concerne vraiment, face à une conversation qui touche ce qui compte pour elle, elle peut être d'une présence et d'une acuité remarquables. J'ai souvent observé cela dans mes consultations. Des patients de 65, 70, 75 ans qui, au premier abord, semblaient parfois un peu moins réactifs, un peu plus lents à répondre, mais qui, quand nous touchions à quelque chose de vrai pour eux, une relation importante, un deuil, une peur profonde, étaient d'une présence totale. Rien ne leur échappait. Chaque mot avait du poids. Chaque silence était habité. C'est une forme d'attention que notre époque d'hyperconnectivité a presque oublié cultiver. Une attention qui ne cherche pas à tout attraper, mais qui s'installe pleinement dans ce qui compte. Pratiquement, si vous sentez que votre attention se fatigue plus vite qu'avant, je vous conseille quelque chose de très simple. Travaillez en séquences plus courtes, plutôt qu'une heure de concentration intense. Faites 3 sessions de 20 minutes avec de vraies pauses entre elles. Le cerveau vieillissant a besoin de ces micro-récupérations pour rester efficace. Ce n'est pas une faiblesse. C'est simplement une façon différente de gérer l'énergie cognitive. Et si vous pouvez choisir vos environnements, et parfois on peut davantage qu'on ne le croit, choisissez des espaces calmes, épurés, sans trop de stimulation simultanée. Non pas parce que vous êtes fragile, mais parce que vous savez maintenant ce dont votre cerveau a besoin pour fonctionner au mieux. Si jusqu'ici quelque chose de ce que vous avez entendu vous a touché ou vous a donné envie de réfléchir davantage, je vous invite à prendre un instant pour vous abonner à cette chaîne. C'est un geste simple qui nous permet de continuer à cheminer ensemble, à explorer ces questions essentielles sur la vie intérieure et le vieillissement bien vécu. Voici maintenant le septième changement, et celui-là, il touche à quelque chose de très particulier dans notre façon d'habiter le temps. Après 65 ans, la perception du temps change. Le temps semble s'accélérer. Les années passent plus vite. Les saisons se succèdent avec une rapidité qui peut sembler presque vertigineuse. Ce phénomène est bien documenté et ressenti universellement, et il a des bases neurologiques réelles. Il semble lié en partie au fait que, lorsque nous sommes jeunes, chaque expérience est nouvelle. Le premier jour d'école, le premier amour, la première nuit dans une ville étrangère, tout cela est enregistré avec beaucoup de détails parce que c'est inédit. Le cerveau consacre de l'énergie à traiter et stocker tout ce qui est nouveau. Mais avec l'âge, de nombreuses expériences deviennent familières. Le trajet quotidien, les repas habituels, les routines bien établies, tout cela passe en mode automatique dans le cerveau, et ce mode automatique prend moins de temps subjectif. Résultat, les journées semblent passer plus vite. Il y a cependant quelque chose de profondément humain dans cette expérience. Elle nous rappelle chaque jour que le temps est précieux, que chaque journée compte, que l'on ne peut pas reporter indéfiniment ce qui nous tient à cœur. Les philosophes anciens parlaient du memento mori,
Souviens-toi que tu mourras non pas pour créer de l'angoisse, mais pour créer de l'intensité dans le présent, pour rappeler à l'homme que sa vie est finie et que cette finitude est précisément ce qui lui donne de la valeur. Après 65 ans, ce rappel devient plus quotidien, plus palpable. Et si on sait le recevoir, non pas comme une menace, mais comme une invitation, il peut transformer radicalement la façon dont on habite chaque jour. J'ai pensé souvent à un patient, Michel, qui avait 69 ans et qui était venu me consulter pour une anxiété diffuse, une impression que la vie lui filait entre les doigts. Il me disait: je n'ai plus le temps de faire tout ce que je voudrais faire. Et en explorant avec lui ce qu'il voulait vraiment faire, nous avons découvert que beaucoup de ces choses, il pouvait les faire maintenant. Ce n'était pas le temps qui manquait, c'était la permission qu'il se donnait. Il avait toujours voulu apprendre à dessiner. Il avait toujours voulu faire un voyage en Islande. Il avait toujours voulu dire à son fils combien il était fier de lui. Et il attendait sans vraiment savoir quoi. Un moment idéal qui n'arriverait jamais. Nous avons travaillé ensemble sur cette idée. La conscience de la finitude du temps peut être paralysante si on la transforme en urgence anxieuse, mais elle peut être libératrice si on la transforme en clarté sur l'essentiel. Si elle nous aide à dire oui aux choses qui comptent vraiment, et non aux choses qui remplissent le temps sans le nourrir. Michel a commencé à dessiner. Il est allé en Islande et il a dit à son fils ce qu'il voulait lui dire. La conscience du temps peut être l'un des plus beaux cadeaux que le vieillissement nous offre, à condition de ne pas la fuir. Le 8e changement est celui qui concerne le sommeil. Et c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde, parce qu'il a des répercussions énormes sur tout le reste, sur la mémoire, sur les émotions, sur la cognition, sur la santé physique. Après 65 ans, le sommeil se transforme de façon significative. On s'endort souvent plus tôt, on se réveille plus tôt. Le sommeil profond, le sommeil à ondes lentes, qui est la phase la plus restauratrice, diminue en durée et en qualité. Les réveils nocturnes sont plus fréquents. L'architecture du sommeil change. Ces changements sont normaux. Ils sont liés à des modifications dans la production de mélatonine, dans les rythmes circadiens, dans les structures cérébrales qui régulent le sommeil. Mais ils peuvent avoir des conséquences importantes si on ne les prend pas en compte. Un cerveau qui manque régulièrement de sommeil profond a plus de mal à consolider les souvenirs. Les protéines toxiques associées à la maladie d'Alzheimer, notamment le bêta-amyloïde, sont en partie évacuées du cerveau pendant le sommeil profond. Un sommeil perturbé augmente donc, sur le long terme, la charge toxique dans le cerveau. Ce n'est pas pour vous alarmer. C'est pour vous dire que prendre soin de son sommeil après 65 ans n'est pas un luxe. C'est une forme de soin essentiel pour le cerveau. Quelques principes simples que la recherche valide régulièrement. Maintenir des horaires réguliers de coucher et de lever, même le week-end. Exposer son cerveau à la lumière naturelle le matin pour synchroniser l'horloge biologique. Éviter les écrans brillants dans l'heure qui précède le coucher. Ne pas forcer le sommeil. Si on se réveille au milieu de la nuit et qu'on ne se rendort pas, il vaut souvent mieux se lever, faire quelque chose de calme et revenir au lit quand la somnolence revient. Et surtout, ne pas dramatiser les nuits difficiles. L'anxiété autour du sommeil est souvent plus perturbatrice que le manque de sommeil lui-même. Un mauvais réveil, une nuit agitée, cela arrive. Le cerveau est résilient, il sait se rattraper. Mais si les troubles du sommeil sont récurrents, s'ils altèrent vraiment la qualité de vie, il vaut la peine d'en parler à un médecin. Les thérapies cognitivo-comportementales pour l'insomnie, ce qu'on appelle la TCCI, ont montré des résultats excellents, souvent meilleurs que les médicaments, avec des effets durables. Il n'y a aucune fatalité à souffrir du sommeil en vieillissant.
Le neuvième changement que je voudrais aborder est peut-être le plus mystérieux et aussi, à mes yeux, le plus touchant. Après 65 ans, certaines personnes développent une capacité accrue à la pensée intégratrice. Une façon de voir les paradoxes non plus comme des problèmes à résoudre, mais comme des tensions à habiter. Le philosophe Hegel parlait de la dialectique, la capacité à tenir ensemble une thèse et son antithèse sans avoir besoin de les résoudre dans une synthèse forcée. C'est une forme de pensée que les jeunes esprits ont souvent du mal à tolérer. On veut des réponses claires. On veut savoir si c'est blanc ou noir, vrai ou faux, bien ou mal. Mais le cerveau vieillissant, qui a vu tant de certitudes se révéler fragiles, qui a vécu tant de situations où la réalité refusait de se laisser réduire à une case, apprend parfois à vivre autrement avec l'ambiguïté, à dire les deux sont vrais, à tolérer l'incertitude sans que cela devienne une souffrance. C'est ce que le psychologue développemental Michael Bassèche a appelé la pensée dialectique. Et il a observé qu'elle se développe souvent après la cinquantaine, quand l'expérience de vie a assez complexifié notre vision du monde pour que nous soyons capables de la porter dans toute sa richesse contradictoire. En pratique clinique, je vois cela souvent. Des patients âgés qui ont vécu des souffrances profondes et qui parlent de leur vie avec une ambivalence que les jeunes trouvent parfois déconcertante. Ils disent « Ma vie a été difficile et je suis reconnaissant de l'avoir vécue ». Ils disent « J'ai fait des erreurs dont je me repens et elles m'ont fait devenir qui je suis ». Ils disent « Je ne comprends pas tout ce qui m'est arrivé et c'est bien comme ça ». Ce n'est pas de la résignation, c'est de la maturité psychologique. C'est la capacité à habiter la complexité du réel sans avoir besoin de la simplifier pour la supporter. C'est l'une des raisons pour lesquelles les grands anciens, dans toutes les cultures, dans tous les temps, ont été considérés comme des gardiens de la sagesse. Non pas parce qu'ils avaient toutes les réponses, mais parce qu'ils pouvaient tenir toutes les questions sans s'effondrer. Si cette forme de pensée vous est familière, si vous vous reconnaissez dans cette capacité à habiter les paradoxes avec une certaine paix, c'est une richesse. Cultivez-la, partagez-la. Les gens autour de vous, plus jeunes, ont souvent terriblement besoin de quelqu'un qui peut leur dire « les deux peuvent être vrais ». L'incertitude n'est pas une catastrophe. Tu peux vivre sans avoir toutes les réponses. Et si au contraire vous souffrez de ne pas trouver cette paix face aux contradictions de votre vie, si certains paradoxes vous semblent insupportables, c'est aussi une information précieuse. Il y a peut-être des tensions intérieures qui méritent d'être explorées, des deuils que vous n'avez pas encore pu faire, des réconciliations qui attendent. Nous approchons du 10e et dernier changement. Et je voudrais prendre un instant avant de vous en parler pour vous dire quelque chose d'important. Nous avons voyagé ensemble à travers 9 transformations du cerveau vieillissant. Certaines sont des pertes partielles, c'est vrai. Certaines sont des gains inattendus. Certaines sont les deux à la fois. Et ce que j'espère que vous commencez à sentir, si ce n'est pas déjà le cas, c'est que le vieillissement du cerveau n'est pas un effacement progressif de ce que vous êtes. C'est une transformation, profonde, complexe, souvent douloureuse, mais jamais dépourvue de sens. Alors le 10e changement, celui que je garde pour la fin parce qu'il me semble le plus précieux, le plus universel et peut-être le plus difficile à accepter pour beaucoup de personnes dans notre culture. Après 65 ans, le cerveau, quand il est accompagné, quand il est nourri, quand il n'est pas abandonné à la solitude et à l'ennui, développe ce que certains chercheurs appellent la sagesse affective, une forme particulière d'intelligence émotionnelle qui intègre l'expérience de vie, la régulation émotionnelle et la capacité à se mettre à la place de l'autre. La sagesse affective, ce n'est pas seulement de la bienveillance, ce n'est pas seulement de l'empathie,
c'est quelque chose de plus profond, une forme de compréhension du cœur humain qui vient d'avoir soi-même traversé la souffrance, d'avoir aimé et perdu, d'avoir échoué et recommencé, d'avoir vu la vie dans sa vérité brute. Un enfant peut avoir de l'empathie, un adolescent peut être compatissant, mais la sagesse affective, cette compréhension que l'on ressent dans le corps autant que dans l'esprit, cette façon de savoir, sans qu'on ait besoin de vous l'expliquer, ce que quelqu'un traverse, cela se construit au fil des décennies. Des études sur les personnes reconnues comme sages par leur père montrent des profils intéressants. Elles ont en commun une capacité à rester calmes dans les situations de tension, à voir les choses sous plusieurs angles, à reconnaître les limites de leur propre savoir, à se préoccuper davantage du bien commun que de leur seul intérêt. Ce sont des qualités qui se développent avec l'âge et qui semblent liées à des modifications dans les circuits frontaux du cerveau. Ces mêmes circuits qui, avec l'expérience, apprennent à réguler les réactions impulsives et à intégrer des perspectives multiples. Je pense à une femme que j'ai connue qui avait 82 ans et qui avait traversé une vie extraordinairement difficile. La guerre, exils, plusieurs deuils dévastateurs. Et pourtant, il y avait dans sa présence quelque chose d'une paix que je n'ai jamais rencontrée chez quelqu'un de plus jeune. Pas une paix obtenue par ignorance, pas une paix de surface, une paix qui avait traversé tout l'orage et qui en était sortie transformée. Quand je lui demandais comment elle avait acquis cette sérénité, elle me regardait avec un sourire et elle me disait : « Je n'ai pas acquis la sérénité. J'ai arrêté de me battre contre ce que je ne pouvais pas changer. C'est tout. » Cette femme incarnait la sagesse affective. Elle n'avait pas besoin de livres de développement personnel. Elle n'avait pas besoin de techniques de méditation. Elle avait simplement vécu pleinement avec ses souffrances et ses joies, sans fuir ni l'une ni l'autre. Et cela l'avait amenée là. C'est peut-être la leçon la plus profonde que le vieillissement peut nous enseigner. Non pas comment rester jeune, non pas comment éviter la perte, mais comment devenir pleinement ce que nous sommes, dans toute la complexité, la profondeur et la fragilité de notre humanité. Nous voici maintenant au terme de ce voyage ensemble. Nous avons exploré 10 transformations du cerveau après 65 ans, un ralentissement du traitement de l'information, qui est moins une dégradation qu'un approfondissement, des changements dans la mémoire épisodique, qui coexistent avec une mémoire des connaissances souvent intacte, une régulation émotionnelle plus mature, avec moins d'intensité dans les émotions négatives, une sélection sociale plus consciente au profit des relations qui nourrissent vraiment, un renforcement de l'intelligence cristallisée, cette sagesse accumulée au fil des ans, une attention qui se transforme, moins dispersée sur le quantitatif, plus focalisée sur l'essentiel, une perception du temps qui s'accélère et qui peut devenir une invitation à vivre pleinement le présent, des changements dans le sommeil qui méritent d'être pris au sérieux et accompagnés, une pensée plus intégratrice, capable de tenir ensemble les paradoxes de l'existence. Et enfin, la sagesse affective, cette compréhension profonde du cœur humain qui se construit au fil d'une vie vraiment vécue. Ces 10 changements ne dessinent pas le portrait d'un cerveau en ruine. Ils dessinent le portrait d'un cerveau en transformation. D'un cerveau qui abandonne certaines vitesses pour atteindre certaines profondeurs. D'un cerveau qui, si on le nourrit, si on le stimule, si on lui donne de l'amour et du sens, peut continuer à grandir bien au-delà de 65 ans. Je veux vous laisser avec une pensée que je porte depuis longtemps et qui me semble plus vraie à chaque année qui passe. Nous vivons dans une culture qui glorifie la jeunesse, qui traite le vieillissement comme un échec, qui cherche des crèmes anti-âge pour le corps et des applications de brain training pour l'esprit,
comme si vieillir était une chose à combattre plutôt qu'une chose à accueillir. Mais accueillir le vieillissement avec lucidité, avec douceur, avec toute la connaissance que nous pouvons en avoir, c'est aussi accueillir pleinement sa propre vie, avec tout ce qu'elle a été, avec tout ce qu'elle est encore, avec tout ce qu'elle peut devenir. Parce que la vie ne se termine pas à 65 ans, ni à 70, ni à 80. Elle se transforme. Et dans cette transformation, si on sait la regarder avec les yeux justes, il y a quelque chose d'une grâce particulière. Votre cerveau, avec toutes ses lenteurs nouvelles et toutes ses sagesses accumulées, porte l'histoire de tout ce que vous avez vécu. Chaque deuil traversé, chaque amour donné, chaque erreur dont vous avez appris, chaque moment de joie qui a laissé une trace lumineuse. Tout cela est là, en vous, dans ces connexions neuronales qui continuent à s'activer, à se réorganiser, à chercher du sens. Prenez soin de ce cerveau. Dormez-lui assez. Donnez-lui des conversations profondes, de la musique, de la nature, du mouvement, des livres, des gens qu'il aime. Ne l'abandonnez pas à la télévision passive ou à la rumination solitaire. Stimulez-le avec douceur. Respectez ses limites nouvelles. Et faites-lui confiance, car il porte en lui tout ce que vous êtes. Et si aujourd'hui quelqu'un vous a dit que votre cerveau vieillissait, que vous étiez plus lent, que votre mémoire n'était plus ce qu'elle était, je voudrais que vous emportiez avec vous cette idée. Vous n'êtes pas moins, vous êtes différent, vous êtes plus riche de ce que vous avez traversé. Et cette richesse-là, aucune mesure de performance cognitive ne peut l'évaluer. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu vous a été utile, si quelque chose de ce que nous avons partagé ensemble vous a touché ou vous a donné envie d'aller plus loin dans votre compréhension de vous-même, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un parent, un ami, un proche qui traverse cette période de la vie et qui aurait besoin d'entendre que ce qu'il vit a du sens. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode. Prenez soin de vous.